Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est L'épouse de Lac de Anne Jonas et Andrea Serio, des éditions Seuil Jeunesse. Laissez-vous emporter et plonger dans un conte magnifique sur l'amour impossible. Bonne écoute. Au pays du soleil levant vivait autrefois un empereur à nul autre pareil. Il se nommait Anko. L'on disait que son pas pouvait déchaîner des tremblements de terre et que sa main était capable d'arrêter la course des ouragans. Depuis sa naissance, il n'avait toujours vu qu'un océan de dos courbé sur son passage, et rien, jamais, ne lui avait été refusé. Mais, dans le secret de ses nuits de soie, cet empereur savait bien qu'il lui manquait quelque chose. Cette pensée, d'abord fragile comme un bouton de fleur, se mit bientôt à croître en lui avec la force d'un arbre. Et peu à peu, l'existence lui devint si pesante qu'il se dit que celle des nénuphars de ses bassins, ou encore celle des pucerons de ses cerisiers valait mieux que la sienne. Un jour, n'y tenant plus, Anko convoqua les plus grands sages de son royaume et leur posa la question qui lui déchirait le cœur depuis plusieurs mois. Chaque soir, leur dit-il, le pêcheur qui vit là-bas dans une cabane de roseaux au milieu du fleuve rentre chez lui. Et chaque soir, sa femme pose sur lui un regard que personne n'a jamais posé sur moi. Celui-ci est à la fois doux et chaud. Il vient d'hier, savoure le présent et parle déjà de demain. J'ai consulté de nombreux ouvrages et il semblerait qu'un tel regard soit celui de l'amour. Alors explique-moi comment ce pauvre air puant la carpe avariée peut recevoir chaque jour quelque chose que moi, empereur des empereurs, je n'ai jamais possédé. Votre splendeur, bredouilla l'un des sages, êtes-vous bien sûr que ce misérable bonhomme reçoive vraiment un tel présent? Absolument sûr, s'énerva Anko. Depuis des mois, je m'en vais tous les soirs là-bas pour observer ce pêcheur et son épouse afin de comprendre le mystère qui m'accable. Lorsque les sages demandèrent à se retirer dans le salon de jade afin de débattre de cette épineuse question, la même inquiétude se lisait sur leurs visages. L'heure était grave car, bien sûr, aucun d'entre eux n'oserait révéler à l'empereur ce qu'il semblait être le seul à ignorer, à savoir que la peur et l'amour sont aussi étrangers l'un à l'autre que le sont l'eau et le feu. Ainsi, comment leur maître aurait-il pu être regardé avec amour alors qu'il était plus terrifiant que la foudre? Au bout de quelques heures, les sages avaient pris leur décision. Afin d'épargner leur vie, ils allaient servir à leur souverain un mensonge savamment entortillé de poésie. Et voici ce qu'ils lui dirent. Nous pensons avoir trouvé la solution. Illustrissime monarque, si vous n'avez jamais reçu un seul regard d'amour, c'est tout simplement parce qu'une luciole ne peut convoiter une étoile,
de même qu'une goutte d'eau ne peut songer à se faire remarquer de l'océan. Et comme vous n'êtes entouré que de pâles lucioles et d'insignifiantes gouttes d'eau, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'aucune d'elles n'ose vous aimer. Les sages regardèrent l'empereur qui secouait doucement la tête et pensèrent avoir peut-être sauvé la leur. « Vous voulez donc dire, poursuivit Anko, que personne ne pouvant être mon égal sur cette terre, il m'est pour toujours refusé de recevoir un regard d'amour. » Le silence des sages valut une réponse, et l'empereur les congédia d'un revers de main. Puis il resta seul avec son chagrin et son orgueil. Et ce chagrin et cet orgueil se donnèrent la main pour l'emmener encore plus loin des hommes. Au milieu du palais de l'empereur, si grand qu'il aurait pu être un pays à lui tout seul, se trouvait un lac aux eaux froides et profondes. Anko y fit bientôt édifier une île et, sur cette île, fit construire un pavillon d'or et de lac. Il le nomma le pavillon de la grande question et prit l'habitude de s'y retirer de longues heures chaque jour. Là, sans témoin, il pouvait hurler au vent du soir le tourment qui lui ôtait l'appétit de vivre. Comment pourrait-il recevoir un regard d'amour avant de mourir? Des milliers de jours passèrent, mais aucun ne lui apporta la moindre réponse. Alors, Anko devint plus coléreux et plus exigeant, et on se mit bientôt à raconter que l'eau des bassins gelait quand il s'en approchait. La seule chose qui le distrayait encore un peu était de partir en grand équipage pour visiter son royaume ou en piller un autre. Mais chaque fois, il revenait de ses périples, les coffres lourds et le cœur encore plus vide. Ce fut lors d'un de ces voyages que se produisit le miracle qu'il n'attendait plus. Comme il venait de mettre à genoux un roi voisin et faisait charger dans ses bateaux toutes les merveilles du palais de ce dernier, le regard dont il avait tant rêvé se posa enfin sur lui. D'abord, il le sentit plus qu'il ne le vit. Puis, il se tourna lentement et découvrit enfin celle qui le regardait, sans remarquer qu'elle n'était pas de chair et de sang. Il se laissa emmener là où il n'était encore jamais allé et partit si loin avec cette femme inespérée qu'il mit longtemps avant de comprendre qu'elle était seulement peinte sur un paravent de lac. Anko fit alors venir le roi déchu et le questionna. « Qui est cette femme ?»« La mienne, » répondit le souverain. « Où est-elle » demanda l'empereur plein d'espoir. Aiko s'en est allé quelques jours après que ce tableau a été achevé. Elle savait qu'elle allait mourir et elle souhaitait, grâce à cette œuvre, rester plus longtemps à mes côtés. Je vous en supplie, prenez tout ce que je possède, et cela jusqu'à ma dernière sandale,
mais ne me séparez pas d'elle. » L'empereur n'écoutait déjà plus et fit exactement l'inverse de ce qui venait de lui être demandé. Il retira ses armées de ce royaume, laissa aux vaincus jusqu'à la moindre sandale du dernier de ses paysans et n'emporta que le paravent. Il le drapa dans une pièce de soie car il lui était désormais insupportable qu'Aiko pose son doux regard sur un autre que lui. De retour dans son royaume, Anko fit installer le paravent dans son pavillon au milieu du lac et y passa le plus clair de ses jours et de ses nuits. Et, afin que personne ne puisse le surprendre lorsqu'il était avec celle qu'il aimait désormais d'un amour véritable, il fit suspendre à l'unique porte de son pavillon des fils d'or pourvus de clochettes. Lorsque celle-ci retentissait pour annoncer un visiteur, l'empereur dissimulait le visage d'Aiko sous son voile de soie. Des dizaines de lunes passèrent et Anko ne se lassait pas du regard plein d'amour que celle qu'il nommait maintenant sa femme posait sur lui sans fatigue. Pourtant, un jour, quelque chose changea. L'empereur s'approcha du paravent et remarqua que sa laque se fendillait comme une terre asséchée. C'était infime, mais tout comme un incendie commence par une étincelle, il comprit que bientôt il perdrait celle qu'il aimait. D'abord, il devint comme fou, puis il pleura jusqu'à la dernière larme de son impuissance et de son chagrin. Son épouse s'estompait sous ses yeux et il ne pouvait rien faire pour la retenir auprès de lui. Anko fit aussitôt appareiller l'un de ses navires et se rendit au pays d'Aiko. Mais hélas, lorsqu'il demanda à rencontrer son souverain, l'un de ses anciens ministres lui dit qu'il était mort depuis longtemps. L'empereur ne s'émut pas de cette nouvelle, mais sentit son cœur battre à tout rompre lorsqu'il posa la question qui lui importait vraiment. « Et sais-tu alors où se trouve le peintre qui réalisa jadis le portrait de l'épouse de votre roi ?» Le ministre s'inclina respectueusement et dit « Cet homme, s'il vit encore, doit être aujourd'hui aussi vieux que la montagne où il s'est retiré. Je vais vous faire escorter jusqu'à sa demeure. » Après un chemin long et abrupt, l'empereur arriva enfin chez le peintre. La main tremblante, il poussa la porte de sa maison et fit un pas à l'intérieur. Il ne vit d'abord personne tant il faisait sombre, puis aperçut une silhouette couchée à même le sol. Il s'approcha et toucha l'homme à l'épaule. Celui-ci se redressa et regarda calmement le haut personnage qui le dominait de toute sa stature. « Voici bien longtemps de cela, dit Anko,
tu as peint le visage d'une reine sur un panneau de laque. Le temps a fait son ouvrage et ce visage s'abîme. Comme je ne supporterai pas qu'un autre que toi voie cette femme, je te demande de venir avec moi et de me rendre celle que j'aime. C'est à croire que tu ne m'as pas bien regardé, s'exclama le vieil homme en souriant. Que pouvons-nous faire contre le temps? Souhaiter entraver sa marche est aussi stupide que de vouloir vider l'océan avec un verre de saké. Je n'irai nulle part. La mort doit déjà me chercher et je ne veux pas la retarder davantage en changeant d'adresse. J'irai nulle part. La mort doit déjà me chercher et je ne veux pas la retarder davantage en changeant d'adresse. J'ai aperçu dehors une jeune personne qui doit être ta petite fille ou même ton arrière-petite-fille, dit l'empereur en s'appuyant bien sur ces mots. Si tu ne me suis pas avec tes pinceaux, je peux te garantir que la mort trouvera très prochainement deux âmes à la même adresse. Le vieil homme se leva péniblement et, sans un mot, rassembla ses affaires. En quittant sa maison, Anko le vit saluer la jeune fille du jardin et l'entendit lui dire qu'il serait bientôt de retour. Le souverain, qui avait décidé que le peintre mourrait après avoir exécuté sa tâche, ne le détrompa pas et lui dit seulement de presser l'allure. Dès son retour au palais, l'empereur conduisit le vieillard auprès du paravent. Il ôta le voile qui le recouvrait et contempla la splendeur éteinte d'Aiko. Le peintre demanda qu'on le laisse travailler seul durant 7 jours et 7 nuits. Ensuite, seulement, l'empereur pourrait revenir. Ce dernier, bien que très contrarié, accepta ces conditions. 7 jours et 7 nuits, loin de son épouse, abandonné aux mains d'un autre, furent pire qu'une agonie pour Anko. Enfin, au soir du 7e jour, l'empereur pénétra dans son pavillon et se précipita jusqu'au paravent. D'une main tremblante, il fit glisser le voile de soie à terre. Il poussa alors un cri à faire plier les arbres. Aiko ne le regarderait plus jamais. Elle était maintenant une vieille femme aux yeux clos. Les pinceaux du peintre avaient accompli l'œuvre du temps. Anko tomba à genoux et sut à cet instant que, plus jamais, il ne se relèverait. Il venait de perdre ce qu'il avait cru posséder. Il s'en irait seul dans la mort, où il n'avait personne à rejoindre. Son cœur épuisé cessa de faire semblant de battre. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.